Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis, qu'on retrouve sur toutes les applications possibles et impossibles, et toujours évidemment le vaisseau amiral gillesparent.com, sur lequel vous retrouvez tous les podcasts depuis nos débuts il y a 6 ans, et également fait faire des recherches. Attends, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, M. Arthur, M. Filion, Luc Dupont, peu importe. » Vous écrivez leur nom pour tous les podcasts qu'ils ont fait. François Bourque, par exemple, même chose. Alors, c'est très simple et très efficace, le site. Vous pouvez m'écrire et même m'envoyer un message vocal. C'est vraiment la chance totale de communiquer avec nous. C'est une ère de communication. Mon invité est un journaliste retraité du journal Le Soleil. Il a beaucoup écrit sur la ville, sa ville de Québec, ce qui en fait une référence précieuse pour essayer de comprendre la joute politique après de 6 mois de la première, pas la première, mais la première pour Sam Hamad à l'élection municipale, mais la prochaine pour le maire Marchand. On va parler avec François pour décrypter les enjeux de l'élection devant nous. Il y a toutes sortes de nouveautés. On s'est parlé il y a à peu près 6 mois, à 1 an de l'élection. Bonjour François. Salut. Bienvenue. 6 mois, donc, avant l'élection 2025. Et il y a eu je ne sais pas si tu l'as vu comme ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y a une période d'occultation totale à cause de l'affaire Trump. Il n'y avait plus d'actualité provinciale, municipale ou presque. Et là, oups, ça se place un peu. Et j'ai l'impression qu'on commence à parler un petit peu plus d'élections municipales. Oui? Oui. Oui, on sent ça, qu'il y a eu une espèce d'éclipse médiatique autour de Trump qui n'est pas complètement terminée. Mais non, elle ne sera jamais terminée. Au moment où on se parle, Carney rencontre Trump et ça relance les spéculations, tout ça. Donc oui, il y a une espèce d'éclipse médiatique autour de ça. Évidemment, dans le cas de la campagne électorale, Trump a pris toute la place. On a essayé de débattre de d'autres enjeux, puis c'est toujours celui de Trump qui revenait. Qui est le mieux placé pour affronter Trump? Et moi, je me pose la question depuis le premier jour, enfin depuis l'élection de Trump, dans quelle mesure cet impact-là de Trump va percoler à d'autres niveaux politiques, au niveau provincial? On l'a pas perçu sa façon encore. de faire ou juste son message? Mais la réaction des citoyens par rapport à ça. Dans quelle mesure ça peut changer notre lecture des élections municipales à venir, de la même façon que ça a changé la lecture et les comportements. Je ne me suis pas posé la question. C'est une bonne question, mais je serais porté à dire d'entrée de jeu non, mais il faut que je réfléchisse un peu. C'est-à-dire, au provincial, peut-être dans la façon d'être, je sais pas, d'être plus autonome, mais je vois pas ça je vois moins ça au municipal. Ça saute moins aux yeux à prime abord. Toi, tu penses quoi? Quand on y repense un petit peu, Québec n'est pas évidemment une grande métropole de la planète, mais c'est quand même une ville de bonne taille et qui a son réseau, qui a sa place dans des réseaux. Exemple, dans les dernières semaines ou le mois dernier, tu sais, le maire de Québec, qui traditionnellement fait partie du réseau des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, se réunit à Washington, fait une espèce de front commun avec des maires américains pour plaider l'intérêt des échanges et tout ça. Évidemment, ça n'a pas changé le cours des choses, mais le maire de Québec est présent à ce moment-là, puis on sent que Québec peut avoir son rôle à jouer aussi dans ce genre d'échange-là, ce qui pose dans une moindre mesure la question, qui est le mieux placé pour représenter les intérêts de Québec à travers ça sur la scène internationale. On sait que Québec a aussi des relations internationales, cherche à faire du développement économique en Europe un peu, mais aux États-Unis de plus en plus. Donc, c'est pas un enjeu qui est complètement farfelu à envisager. Je sais pas dans quelle mesure ça va être important pour les citoyens. Là où ça joue déjà, je pense, c'est si on se pose la question, c'est quoi l'atmosphère à Québec? Oui, c'est ça, l'ambiance. Tu sais, on n'est pas dans une période d'euphorie puis de légèreté, on s'entend. Pas du tout. Au niveau municipal, ce serait plutôt le contraire même. Mais je pense qu'il y a à travers ça, il y a un élément d'inquiétude par rapport à la suite des choses, par rapport à Trump, par rapport à des sujets plus locaux aussi, itinérance, accès au logement, mais une espèce d'inquiétude générale sur la suite des choses qui est en partie provoquée par Trump. Et si je peux-tu ajouter, écoute, j'embrasse tout ce que tu dis, mais j'ajouterais l'indécision et, je dirais, la non-gouvernance de la CAQ. Dans mon entourage, les gens disent « Hey, c'est pas des blagues. On est à quelques temps on sait même pas si le tramway... » Mais oui, le tramway. Mais il y a personne qui est sorti. Bon, écoutez, c'est une évidence.
Comment c'est une évidence? Ben, on a 1 milliard de dépenses. Non, attendez. Puis moi, j'ai des signes physiques, comme par exemple le terre-plein au-dessus de Quatre-Bourgeois. Ça a été fait pour le tramway. Il y a plein de choses qui sont faites. Tu vois très bien qu'au coin quartier René Lévesque, on n'a pas touché à ça parce que ça va être une station de tramway. Oui, mais non, tu comprends? Oui, mais. Tout le monde est dans le oui, mais. Oui, si on essaie de décrire le climat actuel, j'allais dire oui, l'inquiétude par rapport à Trump. Et le deuxième mot qui me venait à l'esprit, c'est exaspération par rapport à tout ce que tu viens de décrire et d'autres choses. L'espèce de stagnation sur tous les dossiers de mobilité. Évidemment, l'inaction de la CAQ qui semble fatiguée ou usée. Il y a à peu près juste Drainville qui semble énergique en ce moment dans certains dossiers d'éducation. Ça va être intéressant. Mais autrement, exaspération par rapport à plein de choses. L'accès aux soins de santé, mobilité, difficulté d'accès au logement ou à la propriété pour ceux et celles qui sont rendus là, et accès par rapport, je suppose, aux efforts de densification de la ville. Donc, règle générale, c'est pas que ça va si mal à Québec, mais on sent qu'il y a une espèce d'exaspération et un peu d'inquiétude. Je pense que c'est ça qui décrit le mieux le climat, à mon avis. Puis c'est vrai que la CAQ contribue pas à ça. À changer ça. À changer ça. Oui, c'est vrai. Puis dis-moi, à partir du moment où, par exemple, récemment, il y a des petites choses qui n'ont pas une grande importance, mais qui relèvent et qui révèlent surtout de la CAQ, juste comme s'il lançait une petite poignée d'encouragement. Les études, les pseudo-petites études additionnelles de 20, 12 millions, 8 millions, on dit que c'est des petits montants, mais c'est parce qu'on parle d'un projet de plusieurs milliards, pour le 3e lien. J'ai l'impression que ça fait 20... La population, quand j'en parle, d'abord, sont écœurés d'entendre parler. Ils ont l'impression que tout a été écrit, tout a été lu, tout a été dit, toutes les études ont été faites. Même le tramway, quand on recule un peu, l'idée d'un nouveau tramway, ça fait 30, 40, 50 ans, là. En fait, je dirais on radote un peu, là. Oui, toutes les études ont été faites, tout a été dit. Je dirais surtout pour le tramway, parce que pour le 3e lien, les études ne sont pas faites. Là. Non. En fait, moi, ça reste... Non, t'as pas trouvé que ça faisait de la poudre aux yeux, les derniers petits 12 millions, puis 8 millions, puis comme si c'était encore en marche sans qu'il y ait rien. Il n'y a rien de solide. On veut donner l'impression que ça va se faire. Projeter l'image qui est en train de se passer quelque chose. Mais le peuple n'est pas dupe. Je te le dis, moi, j'entends des gens dire, on y croit pas. Ça se fera jamais. Ouais. C'est sûr, il faut faire toujours attention à nos perceptions parce qu'on a, on vit tous plus ou moins dans des bulles. On a beau dire qu'on est ouvert, on entend d'autres points de vue, mais on vit pas au quotidien à Lévis ou dans Bellechasse, puis on vit pas à Charlebourg. En tout cas, c'est pas mon cas, puis je pense que c'est pas le tien. Je suis pas en banlieue, non, je suis en ville. Peut-être que ça déforme un petit peu notre analyse ou notre perception de l'actualité, mais en tout cas, d'un point de vue qui me semble rationnel, dans le cas du 3e lien, c'est bien évident qu'il n'y a pas plus de démonstrations et que la CAQ s'entête à dépenser de l'argent là-dessus. D'ailleurs, la dernière annonce est faite cyniquement presque le jour même de l'annonce de la décote du gouvernement du Québec. On aurait voulu avoir un pire timing, puis on n'aurait pas pu. Et d'ailleurs, on fait pas de politique provinciale, mais tout est touché, interrelié particulièrement à Québec. Mais moi, sincèrement, là, toujours la perception. La perception après Jean Talon, là, quand il dit vous voulez un 3e lien, on va le remettre sur la table, vous voulez un tramway, on le remet, on ne voulait pas... Tu sais, ça a été vu comme vraiment improvisé, tout ça, mais quand il y a la décote, puis que le premier ministre attend au lendemain pour aller parler juste du Canadien, tout ça, j'ai trouvé ça scandaleux. Moi, personnellement, comme citoyen, j'ai dit, il y a de l'expérience, là. Ici, c'est quoi la perception? Quand il y a un gros incident lié à la nature, tu sais que ça ne changera rien que le premier ministre ou le président soit là, mais il faut qu'il soit là, t'es d'accord? Mais là, c'est la décote du Québec, première fois en 40 ans. Peux-tu dire un mot là-dessus? C'est ça, le jour même, c'est ça, il annonce de l'argent pour le 3e lien, et le jour même, il est à la télévision, avec les grand Canadiens. Sourire parce qu'il est au match des Canadiens. Le premier ministre a bien le droit d'assister à un match des Canadiens. Ça n'a rien à voir. Timing. L'équipe, c'est correct. Mais au niveau de l'image, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Non, mais c'est un vieux routier. Ouais. Aujourd'hui, on peut dire ça du premier ministre. Ouais, est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a perdu ses réflexes? Là, on peut spéculer. Il manque l'intuition qu'il a déjà eue. Il l'a pu. Je pense que oui. Je pense que c'est une partie de l'explication est là. Peut-être le manque d'énergie, la fatigue. Monsieur Bourque, revenons un peu au municipal. Est-ce que, tu sais, souvent, l'expression la plus galvaudée, mais la plus mentionnée, c'est souvent le changement. On veut du changement. T'es écœuré de lui, on est écœuré de cette équipe-là, on est écœuré de la manière que ça marche, on veut du changement. Est-ce qu'il y a un appétit pour le changement dans la Ville de Québec? Bien, c'est sûr que des sondages suggèrent que oui, ce qu'on décrivait tout à l'heure, une espèce de lassitude, de déception sur certains sujets qui suggèrent que oui, des
citoyens ont envie de changer. Mais lorsqu'on pose la question suivante, changer pour qui ou pourquoi? Là, je sens beaucoup moins d'appétit pour ça. Et je trouve pas que les réponses qui sont sur la table en ce moment répondent à ce besoin-là des gens. Tu veux changer pour Sam Hamad, ça, je sens pas beaucoup d'appétit pour ça. Honnêtement, là, même si les derniers sondages municipaux datent de l'automne 2024. Hein, donc je pense c'est un peu surprenant. Il n'y en a pas eu encore, mais ça va certainement venir sous peu. Oui. Ben, plus on va approcher, puis là, il va moins cet été, là, probablement, mais à partir du mois d'août, l'élection, c'est quand même novembre, c'est ça, début novembre? Fait que ça, en s'approchant, probablement, mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait un prochainement aussi. Mais on attendait qu'Hamad mette fasse quelques rencontres. La fin des élections fédérales, la campagne fédérale et tout ça, il va certainement y en avoir, mais il y avait, à travers ces sondages-là, une espèce de désir de changement. En tout cas, M. Hamad arrivait à peu près nez à nez avec M. Marchand. Tu vas peut-être me trouver dur, mais quand j'ai vu M. Hamad arriver, moi, dans ma tête, sans comparer point pour point, là, ne me tirez pas de tomate tout de suite, j'ai vu un genre de codérisme. Tu sais, Coderre qui rêve de revenir, qui revient, puis qu'on n'a pas demandé vraiment, mais qui un vieux de la vieille qui dit « Je vais venir, moi, vous montrer comment ça marche. » Puis je sens, dans ce que M. Hamad fait, non, ça marche pas, je vais m'appuyer sur ce qui est fait, mais je veux faire différemment. Vous allez voir, tu sais, ça sonne, je veux faire ma marque. Je veux donner un grand tour de piste. Mon dernier tour de piste, je vais faire ma marque. Puis ça sera pas un tramway, ça sera pas un SRB. Là, je me demande si ça sera pas des trottinettes électriques. Je sais, comment il peut réinventer, tu comprends? En tout cas, tout ça pour me dire que sa façon de faire me fait encore penser à quelqu'un qui a été là, qui a joué sa glace pendant plusieurs années au provincial, qui revient par désir de pouvoir. Je sais pas, c'est pas toujours mal. Il y en a qui ont bien réussi, mais en tout cas, je vois ça comme étant... Puis moi, je reste comme observateur, François, souvent on aura l'hypocrite. Hein. Les gens regardent comment ça coûte de taxes, ça monte trop les taxes. Fait que là-dessus, le marchand n'a pas un mauvais bilan. Fait que est-ce que le monde l'haït tant que ça? Oui, moi je l'entends beaucoup, là. J'entendais de la bombe la même affaire, le petit roi qui se prend pour un autre, puis c'est puis ça. Puis de marchand, on dit, ben il vient de l'Aube-Rivière, puis ceux qui comprennent notre ville. Fait que ça, c'est les gens d'affaires qui n'aiment pas le côté non-entrepreneur, d'une certaine façon. Ce à quoi il a assez répondu quand même. Est-ce que les enjeux, au moment où on se parle, au mois de mai 2025 pour novembre, sont déjà sur la table, les enjeux de l'automne, à ton avis? Bien, ça dépend à qui on pose la question. C'est sûr que si on pose la question à M. Hamad, c'est quoi l'enjeu de la prochaine élection? Lui, il va souhaiter en faire un référendum sur le tramway, parce qu'il y a effectivement faire le plein de citoyens conscients. Il y en a en masse. Oh, il y en a en masse. Donc, il va vouloir en faire un référendum sur le tramway. Il y a une espèce il va vouloir que le thème du leadership, c'est d'ailleurs le nom qu'il donne à son équipe, soit un enjeu central de cette élection-là. Lui, il a été associé à une époque où Québec était bien traité par le gouvernement pour toutes sortes de raisons qui sont pas juste la performance de M. Hamad, mais qui sont un contexte, la faiblesse de Montréal, etc., l'espèce d'essor post-fusion à Québec, la transformation de l'économie, plein, l'arrivée de la bombe, plein d'éléments. Il a été au bon endroit au bon moment, puis il a contribué aussi. Donc, il va vouloir miser là-dessus, mettre en valeur le fait que ça prend un leadership fort pour Québec. Et puis, c'est vrai qu'il s'est battu pour Québec, M. Hamad. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Donc, il va vouloir en faire un thème central. Donc, référendum sur le tramway et le leadership. Dans le cas de M. Marchand, c'est pas le gars des grands projets comme M. Labaume l'était. Lui, on comprend que son fonds de commerce, c'est plus la qualité de vie dans les quartiers. Donc, il a beaucoup misé là-dessus. Donc, ça risque d'être ces enjeux-là qui vont être importants. Comme je disais, l'autre enjeu que je ne suis pas encore capable d'évaluer, c'est celui que j'évoquais il y a une seconde. Là, le poids de Trump là-dedans. Qui défend mieux la ville dans un contexte d'incertitude? Souvent, le réflexe est de se tourner vers ce qu'on connaît, les gouvernements qu'on connaît. Au fédéral, il y a eu un peu de cet effet-là. Oui. Il y a un côté rassurant à miser sur quelqu'un qui est déjà en place et qu'on connaît. Dans quelle mesure ça va jouer ou pas dans l'élection? Moi, je pense que c'est un élément là, qui est difficile à mesurer, mais ça pourrait très bien être plus important dans le comportement des électeurs que je comprends ton point. Changement. Ton point, c'est exactement ça. C'est qu'on est peut-être dans un moment où, inspiré ou non, par la tendance internationale de nos voisins et même nationale, notre premier choix, ça va peut-être d'y aller avec une valeur sûre, connue. En fait, pas connue juste par nom, là, on comprend. Non. Connue dans l'activité municipale. Et ajoutons à ça le fait que, historiquement, depuis presque un siècle, il n'y a jamais un maire
en fonction à Québec qui a été battu. Et même s'il y a des éléments de mécontentement en ce moment par rapport à M. Marchand, déception ou opposition tramway, résultat, l'échec sur la lutte à l'itinérance, bon, logement, rareté du logement, bon, ici et là, il y a des éléments de mécontentement objectifs. Ça. Mais malgré ça, on peut pas dire que ça va mal à Québec. Tu sais, Québec dépose aujourd'hui même, au moment où on se parle, le bilan financier de l'année 2024, la ville termine avec un surplus de presque 100 millions de dollars. C'est drôle parce que tout de suite... Il n'y a pas une perte de... mais tu peux le voir comme... Non, je sais. Sauf que tu sais, tu l'as fait bien plus que moi, analyser des budgets puis écouter des gens. Mais tu sais, je voyais Villeneuve qui disait « Ah, ben ça veut dire qu'on paye trop cher de taxes. Ouais. » Mais s'il y avait un déficit, il dirait « Il sait pas gérer. » C'est ça. Tout se défend, puis en même temps... Ça. Et puis c'est l'argument traditionnel des oppositions. C'est normal. Dire, on a trop taxé. Et quand on sait... Objectivement, sur un budget de presque 2 milliards, bon, 100 millions, ça met les choses en perspective. Et on sait que ça tient, souvent, le surplus ou l'ampleur du surplus tient au mouvement immobilier. Oui. Dans une ville, les taxes de bienvenue, il suffit qu'un centre d'achat ou deux soit vendu dans l'année et ça amène tout à coup des revenus inattendus. C'est vrai. Et c'est pas il n'y a pas de mérite ou de démérite pour le maire quand ça arrive ou ça arrive pas, mais ça influence la performance financière de la ville. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Québec n'est pas en perdition financière en ce moment. Il y a une partie du surplus qui va aller à réduire un peu la dette, ce qui n'est pas mauvais dans un contexte où on ne voudrait pas que la cote d'emprunt de la ville soit abaissée elle aussi. Donc, d'envoyer le signal. Est-ce qu'il y a un effet? De baisser par définition, est-ce qu'il y a un effet provincial, municipal? C'est pas automatique parce que Québec va sur les marchés elle-même et sa cote n'est pas... lié directement. Parce que je trouvais que c'est un point intéressant à jaser. Tu sais, il y a des fois, qu'est-ce qu'on reproche à une administration qu'on la décote, ses déficits à répétition, son endettement hors de contrôle, etc. Dans le cas de Québec, sa dette diminuait et là, Québec en met un petit peu pour la diminuer encore plus. Elle n'a pas le droit de faire de déficit. D'ailleurs, là, elle fait un surplus après. Et légalement, les villes n'ont pas le droit de faire de déficit. Donc, ça suggère que et la Ville de Québec, sous Labaume, puis ça, le mérite en revient à M. Labaume, il avait établi un cadre financier avec des ratios. Il ne faut pas que nos emprunts dépassent plus que tel pourcentage de nos revenus, etc. Ils s'en sont tenus pas mal, là, ça? Pas juste pas mal, complètement. Okay. Au point d'ailleurs, c'est drôle, dans la biographie que Labaume vient de publier, il parle de ça. Il dit qu'à un moment donné, j'avais écrit dans une chronique couvrir les budgets de la Ville. Oui. Il dit que j'avais écrit que les budgets de la Ville étaient rendus plates à couvrir parce qu'ils étaient trop prévisibles. Il dit, moi, j'ai vu ça comme un immense compliment. C'est vrai pour l'administrateur, c'est ça. Et M. Marchand a poursuivi le même plan puis le même resserré à certains égards, le cadre économique. Donc, quand sa mamade dit on va faire le ménage dans les finances de la ville puis on va reprendre le contrôle, bien là, je regrette, mais les finances de la ville ne sont pas hors de contrôle. Vraiment pas. On peut dire il taxe trop, je veux couper là, mais je vais aussi couper tel service. On peut faire ce débat-là. On peut détester certains choix de la ville. Ne pas être d'accord avec les choix. Absolument. Puis on peut dire, moi, je veux taxer moins et voici où je vais couper pour avoir besoin de moins taxer. Ça, parfait. C'est un débat politique qui est intéressant puis qui est pertinent. Mais quand on dit, je vais mettre le ménage, la ville va prendre le contrôle, bien là, je regrette, M. Hamad, t'es dans le champ là-dessus. C'est pas le cas. C'est faux. Est-ce que, François, tu penses que le grand public, les gens qui vont voter aux élections municipales à Québec, entre autres, font le lien entre les indécisions, les retournements du provincial? Parce que il y a beaucoup... Cette fois-ci, contrairement à d'autres fois, les dossiers majeurs au Québec sont beaucoup liés à la Ville de Québec. Là. Excuse-moi, mais si le troisième lien prend de la place, ben, je pense qu'il est plus loin que de la réalisation qu'autre chose, mais le tramway est pas mal enclenché, même si le gouvernement n'a pas l'air à l'assumer. Mais est-ce que, autrement dit, les votants de la Ville de Québec, est-ce qu'ils font le lien que on se fait niaiser par le provincial là-dessus? Est-ce où ils donnent à Marchand, mettons, tout le démérite ou le mérite? Ben, je pense que les gens sont sans doute capables de savoir que la CAQ est en partie responsable des hésitations. Des délais, puis des hésitations, puis des retours en arrière. Ça a été dit, redit. Maintenant, est-ce que l'espèce d'hésitation de la CAQ à endosser le projet de tramway, tout ça, dans le fond, est-ce que ça correspond
peut-être que ça correspond aussi à l'état d'esprit des citoyens qui n'étaient pas sûrs tant que ça que c'était le bon ou le meilleur projet ou pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est la poule et qui est l'œuf là-dedans. mais moi, je pense qu'on peut dire sans se tromper que les reculs, les périodes de mise en attente, puis les doutes, puis les déclarations ambiguës, puis la ministre de la région de Québec qui pendant longtemps voulait pas même dire le mot tramway, tout ça. Parce que toute cette espèce de message-là, le verbal et non-verbal qui a été envoyé pendant des années, moi je pense que ça a eu pour effet de nourrir l'opposition au projet de tramway. Si le premier jour, on avait dit, on y va. On assure. On a tout analysé. On pense, le meilleur projet pour Québec. Pas parfait, mais meilleur projet pour Québec. On y va. Puis on regarde plus en arrière. Peut-être on peut ajuster des trucs, corriger des choses en cours de route, mais on remet plus en question le fond du projet en cours de route. Moi, je pense que tranquillement, l'opposition au tramway se serait apaisée. Les gens auraient eu au moins quelque chose à espérer en termes d'amélioration de la capacité de se déplacer à Québec. Alors que là, c'est enclenché. On est dans une situation où temporairement, les 3 niveaux de gouvernement, municipal, provincial et fédéral, appuient le projet de tramway. Officiellement, la CAQ appuie le tramway, puis a confié un mandat à la Caisse de dépôt. Ça ne paraît pas tout le temps, mais oui, effectivement. Ça ne paraît pas si clairement que ça, mais objectivement, c'est ça. En ce moment, 3 gouvernements qui l'appuient. Donc, normalement, ça aurait toutes les raisons de pouvoir Et pour M. Marchand, il faut dire que l'arrivée de M. Carney, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est à peu près le seul au fédéral qui était pour. Non, je pense que le NPD aurait été pour. Ouais, je pense que le Bloc aurait appuyé aussi. D'accord, non, mais François. C'est ça, mais les conservateurs étaient contre. Non, sauf qu'il ne pouvait pas prendre le pouvoir dans ce sens-là, je dis. Il ne pouvait pas prendre le pouvoir, le NPD, au Canada. Là, non, bien sûr que non. Dans le sens de... Plus qu'un appui, je veux dire un appui, même financier, probablement. C'est ça, mais dans un cas de balance de pouvoir, oui. Ça pouvait être pertinent aussi. Je ne dis pas que... Probablement que, même si ça a été un enjeu de l'élection fédérale, le 3e lien, on l'a vu même dans le débat des chefs. Oui, quand même. Mais on peut penser que c'est pas un enjeu majeur à l'échelle du Canada. Là, mais non. C'est ça. Mais, écoute, je veux qu'on prenne 2 secondes pour parler morceau par morceau de ce qui s'en vient. Sam Hamad, quand as-tu eu des doutes ou t'étais sûr qu'il s'en venait? Parce qu'il y a eu des rumeurs longtemps avant qu'il soit officiellement annoncé. Je pourrais te demander pourquoi il a attendu tant que ça avant de le faire. Est-ce que c'était stratégique? Est-ce que ça a été quoi ta première réaction à dire « Ah, il va, finalement ». Ma première réaction, pour vrai, là? Encore. OK. Non, mais c'est ça que je te demande. Encore, parce que, tu sais, depuis qu'il est parti... sa notoriété fait en sorte que c'est toujours le premier nom qui revient lorsqu'on se demande pour la mairie, puis même pour d'autres niveaux de gouvernement, c'est toujours le nom qui revient. Et je pense que lui entretient savamment aussi cette idée-là. Ça n'a jamais cherché à démentir. Au contraire, il continue de sonder, parler à du monde. Il aime que son nom circule. Donc, et donc la dernière fois, en 2021, il avait choisi de ne pas y aller, finalement. Et là, cette fois-ci, je pense qu'il... C'était une demi-surprise de ta part. C'est pas vraiment une surprise. Enfin, tant mieux si... C'est parce que c'est vrai que ça prend quand même du courage puis de l'audace pour se présenter à la mairie. Je pense que chez lui, on sent qu'il y a de l'appétit pour ça. C'est qu'est-ce qui le motive? Il répondra mieux que moi, j'imagine. Mais si j'avais à donner mon interprétation, moi, je pense que M. Hamad a toujours aimé les projecteurs, puis il s'ennuie. Il s'ennuie sans projecteur. Je pense que c'est une des explications. Puis pour être honnête... Ça peut pas être juste l'argent, là. Ça peut pas être... c'est pas une job payante, là. Je lui prête pas cette intention-là. Je dirais... Je pense qu'il s'ennuie, puis il aime les projecteurs. C'est sûrement un élément qui est important. Je pense qu'il aime Québec et qu'il y a objectivement un bilan qui est assez positif. Tu sais, qui pense pouvoir apporter quelque chose à Québec, ça se peut. Moi, je conteste pas qu'il puisse avoir aussi cette motivation-là de dire « j'ai été là, ça a bien marché ». En fait, il faut faire des nuances. Puis sans entrer dans trop de détails, il y a eu 2 Sam Hamad, ministre. En fait, il a même été 3 fois ministre de la capitale, nommé à trois moments différents. La première, ça n'avait pas été un succès. On se souvient, même le maire de Québec, M. Labaume, à l'époque, était allé voir le premier ministre et disait « débarrasse-moi, je suis pas capable de travailler. » Ça charrait? Ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Puis quand M. Couillard est arrivé, il dit « épargne-moi ça. » Puis finalement, je pense que M. Hamad, en cours de route,
a changé un peu aussi, puis les choses se sont mises à bien fonctionner, puis il y avait un contexte qui était favorable aussi à Québec, puis il a réussi à former M. Hamad une espèce de, entre guillemets, de coalition, même avec des adversaires politiques, avec Agnès Maltais, Gérard Deltel. Il y avait une espèce d'esprit de collaboration qui a bien fonctionné à Québec pendant plusieurs années. Ça a coïncidé avec l'après-fusion, là. Il y avait moins de divisions locales, le festival d'été qui avait été transformé, nouvel élan, diversification de l'économie de Québec, la Baume arrive, donne un nouvel élan à tout ça. Bref. Et Fierté qui s'est installé sous l'ère La Bombe, lui était là-dedans en même temps. Oui, il était là-dedans. Puis à l'époque, il y avait un vacuum politique aussi à Montréal. C'était justement à l'époque des Gérald Tremblay et autres. Fait qu'il n'y avait pas de poids politique à Montréal. Québec était courtisé par tous les partis parce que c'était important au niveau provincial de prendre le pouvoir. Donc, on a donné beaucoup à Québec ces années-là. Québec a eu, sans dire que Québec a eu tout ce qu'elle voulait, t'as eu c'est là que c'est finalement concrétisé la promenade de Champlain, qui était dans l'air depuis longtemps, l'amphithéâtre, d'autres grands projets, du côté du centre de foire, sauf erreur, ça s'est passé pendant ces années-là aussi. Bref, il y a eu des grandes réalisations pour Québec, puis évidemment, M. Hamad revendique sa part de contribution là-dedans, avec raison sans doute. Mais tu sais, je pense qu'il y a un peu la nostalgie de ça. Moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Nostalgie, c'est bon. La nostalgie de dire, on est encore capable de faire fonctionner cette recette-là. Là-dessus, je ne veux pas trop le contredire, puis on peut y laisser sa belle candeur, mais je pense que la réalité a changé aussi. C'est plus les mêmes problèmes qu'à l'époque. Il y avait pas, on ne parlait pas d'itinérance. Pas comme il y en avait, mais on n'en parlait pas autant. Ça n'avait rien à voir. Ben non. La crise du logement. Puis, à l'époque, M. Hamad était très impliqué dans le Parti libéral. Il avait organisé des courses à la direction des chefs. Donc, il y avait un réseau important dans le gouvernement qui pouvait activer pour obtenir des gains pour Québec. En ce moment, il dit, je connais encore du monde, j'en doute pas, mais mine de rien, il a quitté en 2017, donc il est déjà moins loin de tout ça. Je ne dis pas qu'il ne connaît plus personne, mais je ne suis pas sûr si les réseaux peuvent jouer de la même façon. Qui va être au gouvernement du Québec à partir de l'an prochain? C'est pas la CAQ. Ça se peut qu'il y ait du changement. Puis les libéraux ont été échaudés à l'époque par M. Hamad, en fait, l'avait écarté. Donc, ça peut... L'affaire de premier texte, ça y a collé à la peau un petit bout de temps. C'est pour ça qu'il a quitté. Ben oui, absolument. C'est pour ça qu'il a quitté. Puis, quand on relit les rapports entre autres, de vérificateur général à l'époque, tout ça, on dit M. Hamad est intervenu à la demande de Marc-Yvan Côté pour faire augmenter une subvention alors qu'il n'y avait aucun document, aucune démonstration que c'était nécessaire ou que c'était utile, ça va être quoi les effets. Ben, c'était un peu ça. Puis, oui, c'est ça. Il a été choqué de ça, M. Hamad, mais il aimerait bien qu'on ne rappelle pas trop cet épisode-là, mais... Fait que bref, de dire que on va rejouer dans le même film qu'il y a quelques années puis ça va marcher encore, ça risque de pas être aussi simple. Dis-moi, est-ce qu'on ferait un saut ou on serait peut-être juste étonné, surpris de savoir qui est derrière Sam Hamad? Il ne doit pas être seul. Tu sais, moi, j'ai déjà posé la question à Bruno Marchand, tu l'as peut-être posé, j'ai dit, l'équipe Marchand. Il dit, ouais, on a une équipe. Mais il dit, je peux t'annoncer qu'il n'y a pas plein de politiciens en l'air de moi, là, je suis arrivé pas mal tout seul là-dedans. Tu sais, il n'est pas en train de dire, je prends tout le mérite, mais c'était juste le côté, j'arrive pas d'une famille d'amis politiques, là. Lui, il n'est pas arrivé de même. Mais M. Hamad, tu viens de le dire, connaît beaucoup, beaucoup de monde. Puis il y a sûrement des gens qui veulent le pousser là. Écoute, c'est pas un vœu que je fais, mais j'aimerais bien savoir qui est derrière lui. Oui. Donc, moi, je connais pas tous les gens qui sont derrière lui. Je me suis rendu au lancement de sa campagne il y a quelques semaines. Il y avait quelques visages connus qui étaient là. Un gars comme P. Michel Bouchard, qui était directeur du Centre des congrès pendant des années, était là. C'est pas du hasard. M. Bouchard, compte tenu de sa stature, son genre physique, oui. c'est ça. Il peut pas passer inaperçu à quelque part. Et s'il est là, c'est pas pour rien. Moi, d'après moi, il va être candidat maintenant. Et une autre histoire qui a été publiée par les collègues du Journal de Québec, puis je trouvais ça très pertinent à savoir. M. Hamad, entre autres choses, ce qu'il a fait depuis qu'il a quitté la vie politique, évidemment, il avait son emploi, mais il a aussi siégé sur le CA du groupe de promoteurs immobiliers Trudel.
Oui, les deux frères Trudel, les policiers. Oui. Ah oui. Et ceux qui sont... c'est probablement le promoteur numéro 1 à Québec-Dallaire. Soutenu par Pomerleau. Mais Pomerleau est très... Ils sont plus là, ils sont indépendants. Au départ, ils ont été aidés. Au départ, les Pomerleau merci étaient de avec préciser. eux, mais je pense qu'ils ont quitté en cours de route. OK. Mais maintenant, ils sont devenus assez importants ou assez puissants pour acheter eux-mêmes. Ben, c'est le gros promoteur à Québec qui, en tout cas, dans ce qui concerne le centre-ville, M. Dallaire a encore beaucoup de terrain, de propriété, projets, mais en périphérie un peu plus, mais au centre, là, si on pense à Fleur de Lys, qu'on est en train de transformer, l'îlot d'Orchester, qui a fait débat dans les derniers mois, puis d'autres centres d'achat qui vont être transformés sous peu, Charlebois, etc. Donc, c'est un gros promoteur. Et jusqu'à 2 semaines, 2 mois, je veux dire, avant d'annoncer sa candidature, M. Hamad est encore sur le CA de ce groupe-là, dans une entrevue qui a été faite récemment, toujours dans le Journal de Québec. Il a d'abord nié. Il dit « J'étais plus au CA avant de finir par reconnaître. Ah ben là, finalement, le journal a raison. » Tu sais, il y a comme moi, j'ai remarqué que c'était pas très habile de dire non, puis oui, tout de suite après. Là. Ben, c'est oui ou non? D'essayer de nier, d'une part. Ben non. Puis après ça, si j'ai bien compris, à un moment donné, il a dit « Ben, je vais me tenir... » Il dit, je voterai pas ou je vais me tenir loin des discussions sur le groupe Trudel si je suis élu. Mais là... C'est le plus gros promoteur à Québec. C'est à peu près impossible. Ça veut dire que le maire se mêlerait pas de développement immobilier. Mais non, c'est pas ça. Cela dit, si on oublie le nom Sam Hamad, ça pose une question à laquelle j'ai pas la réponse. Théoriquement, je pense qu'on accepte tous l'idée que n'importe qui est citoyen à Québec peut se porter candidat à la mairie, y compris un promoteur. Donc, un citoyen qui paye ses taxes. Un citoyen a le droit de s'engager ou de travailler pour un promoteur aussi. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Mais la journée où tu veux devenir maire de Québec, puis tu as encore des attaches, en tout cas réelles ou apparentes, et toute récente avec le plus gros promoteur de la ville, ça va poser une question sur l'apparence de conflit d'intérêts, même si techniquement il n'y en a pas. Au niveau de l'apparence, ça soulève des questions. Mais est-ce qu'il faut pour autant interdire à un promoteur ou à M. Hamad de se présenter? Je pense pas. Mais en tout cas, à tout le moins, la façon de résoudre ce débat-là, c'est minimalement un maximum de transparence, je pense. Tu vois, de tout le dire. Et là, quand tu essaies de le cacher, ben là, hey, à quoi tu joues, là? L'apparence de lien, là, juste dans la commission sur la CAC, là, avec l'ancienne ministre, en fait, la ministre actuelle du Conseil du Trésor, puis un gars qu'elle connaissait, il n'y a rien de scandaleux dans ce qu'ils ont fait, ils sont juste connus, mais... Ils ont de la compétence. Non, on m'a voulu que ça soit s'aborder, qu'on le débarque, puis tout. Tu sais, fait que c'est pour dire que quand il y a une connivence, une perception de connivence, une apparence, ça peut déranger. Ouais, ben, surtout, en plus... Quand on sait que c'est pour cette raison-là que M. Hamad a dû quitter la politique en 2017. Et là, il n'est pas encore revenu, que c'est déjà... Il y a un nouveau cas qui apparaît, puis on peut penser que les adversaires politiques vont se faire un devoir, sinon un plaisir, de rappeler le passé de M. Hamad en cours de route, là, en débat ou autrement. Alors ça fait partie des éléments avec lesquels il va devoir vivre. Oui, absolument. Souvent, François, on dit, je dirais, au plan national, au plan provincial, puis là, on est rendu au plan municipal, mais on dit souvent que la politique, depuis au moins 25-30 ans, c'est plus que jamais le chef, puis les autres, on ne sait même pas c'est qui. J'exagère un peu, là, puis je veux pas être irrespectueux, mais c'est une affaire de parti politique, c'est une affaire de chef, encore, plus que jamais. Hein. La réalité, moi, j'écoutais les gens quand ils ont parlé. C'est drôle, parce qu'il y a des gens qui venaient, à qui je parlais au fédéral entre nous autres. Tu as voté pour qui? Il dit, moi, j'ai pas voté pour un parti, j'ai voté pour Carné. J'ai pas voté libéral, j'ai voté Carné. Vraiment, c'était juste ça. Mais dans ce cas-là, c'était ça pour beaucoup de monde, t'es d'accord? Au Québec particulièrement. Oui, c'est ça. Puis au fédéral, puis au provincial, je pense que même si ce que tu dis est vrai, j'ai l'impression que les gens connaissent quand même les familles politiques et les noms de partis politiques. Alors qu'au municipal, je suis sûr que la plupart des citoyens ignorent le nom des équipes municipales. Je suis journaliste, puis je suis ça un peu, là. Puis souvent, je suis obligé d'aller voir c'est qui Fortifiant, c'est lequel? C'est-tu Marchand ou c'est l'autre? C'est Marchand. Non, mais ils ont des noms qui sortent. Ça évoque pas grand-chose. C'est pour illustrer. D'une part, il y a ça. Donc, c'est un très bon point. Les gens connaissent pas les noms. Il y a des noms qui changent en cours de route. Il y en a qui se rebaptisent, etc. Donc, ce qui est rien pour simplifier les choses. Puis, à une certaine époque, qui n'a pas duré si longtemps que ça, mais à l'époque de M. Lallier, qui a été là quand même pendant quelques années, il y avait les partis, puis à Montréal, c'était pareil, les partis,
il y avait des partis municipaux avec leur existence propre à Québec. C'est-à-dire avec leurs propres instances, leurs membres qui se réunissaient périodiquement à l'année longue, pas juste en période électorale, pour définir le programme de leur équipe. Tout le long d'un mandat, là, pas juste l'année d'une élection. C'était pas un parti formé de façon ad hoc pour l'élection. Et l'Allié avait inculqué ça. Et puis à Montréal, il y avait le RCM de Jean Doré qui fonctionnait de la même façon. Donc, le Rassemblement populaire de Québec, c'était un peu dans la même mouvance. Et même le Progrès civique, qui était l'adversaire à l'époque, avait fini par lui aussi se donner un parti et avec des instances réfléchir. Tout ça. Alors ça n'existe plus. Donc, les partis n'ont plus de vie propre en dehors des campagnes. Alors, sur le long d'une équipe électorale, oui, tu votes pour le chef. Puis, j'aurais dit, au niveau municipal, il est fort probable que dans certains cas, tu votes pour la personne de ton conseiller, indistinctement pour quelle équipe elle est. Oui. Tu sais, il y a comme ça des Yvon Bussière et autres là, qui ont traversé les époques et les gens votaient pour la personne, pas pour le chef, pas pour le parti, pour la personne. Je pense que c'est vrai au municipal aussi. Peut-être même plus, mais au provincial, oui, peut-être plus, effectivement. Je voulais, parmi les sujets qui vont être discutés, c'est sûr, le troisième lien. Moi, comme je te disais, on saupoudre un peu, mais il n'y a pas grand-chose de très, très solide là-dedans. Je te demanderais, c'est quoi, on est rendu avec le troisième lien? On n'a pas avancé beaucoup, là, hein? Ben non, puis ça reste le même débat, là, moi, je trouve que on est bien vite. Je suis allé, c'est plutôt cet hiver. Même le maire de Lévis ne croit plus, là. Non, c'est une chose. Ouais. Mais, monsieur l'a oublié, il y a souvent des humeurs changeantes. Là, mais il s'encourage, il se décourage. Bon, il est fâché, il l'est moins, il reprend. Peu importe. Mais j'étais allé il y a une espèce de prise d'opération de relations publiques, marketing, relations publiques du ministère des Transports qui a présenté des scénarios là, de corridor pour son projet. Ça reste des dessins et tout ça. Puis et il a fait un événement public avec ça. Encore là, je pense que ça procède de la même logique que les petits contrats. Donner l'impression que ça avance, qu'on fait quelque chose et tout ça. Mais tu sais, on était déjà dans le comment rendu quand on monte des dessins, des coupes. Là, ça serait ici dans tel axe. Puis là, si on arrive dans cet axe-là, ben là, il va falloir faire un tunnel de l'autre bord. On est déjà dans le comment avant d'avoir fait la démonstration. Y a-tu un dossier que tu as couvert au municipal qui est plus politisé que le troisième lien? C'est juste la politique. C'est juste de la politique. Quand tu écoutes ça, il n'y a pas beaucoup d'ingénierie là-dedans, sinon quelques dessins, mais c'est de la politique. On change, on avance, on recule, le maire, tout le monde s'en mêle, le Québec, là, Montréal, ils font des sondages, on veut rien savoir sur le lien. C'est vrai du troisième lien, puis c'est vrai d'autres projets aussi. Éric Duhem avait loué une salle voisine de celle du MTQ pour présenter sa maquette pour un pont de troisième lien par l'île d'Orléans. Tu regardes la maquette, puis il dit, notre expert est là, il dit ça, il dit, pose toutes les questions, notre ingénieur expert qui est derrière ça est ici. On regarde la maquette, il me semble le pont, il n'est pas bien haut par rapport au fil d'Hydro-Québec qui traverse l'île d'Orléans, parce que à cause des bateaux et tout ça, il faut que minimalement un troisième lien qui passerait par là soit assez haut, soit au moins à la hauteur des fils. Je dis, c'est où par rapport à la hauteur? Ben, il dit, je le sais pas, mais il dit, je pense que c'est plus bas que les fils. Ben, je dis, ça marche pas votre affaire. Bon, on leur montrera un peu. Mais là, tu sais, ça montre le côté à peu près de ce dossier-là. Il y a toute cette réflexion-là. Sur le troisième. Eux en font un argument électoral du côté des conservateurs de M. Duhem au Québec. Mais c'est pareil au provincial. Fait que, c'est ça, la démonstration n'est pas faite. Puis là, tu arrives à un moment où tu es en train... Le gouvernement de la CAQ est en train de couper à peu près partout dans les infrastructures, les grands projets d'infrastructures et en santé. Puis là, en même temps que tu fais ça, tu maintiens et actives les dépenses d'un troisième lien dont le besoin physique, en tout cas, certainement le caractère prioritaire peut être très contestable en ce moment. Même si on pouvait penser que pour dans 100 ans... Dans l'ensemble des dépenses à venir, ben oui. C'est ça. Peut-être dans 100 ans, on va dire, ben oui, il faut avoir de la vision, on peut le faire, mais en tout cas, difficilement dans les priorités au moment où tu n'arrives pas à garder tes hôpitaux en état de fonctionner. Mais François, moi, je mettais ça vraiment grosso, juste pour faire une image, parce que j'aime beaucoup parler avec le monde, je suis grand gueule, tu sais, puis à force, je te résumerais, écoute, 2 gros dossiers, troisième lien et tramway, sur les plus grandes oppositions que j'entends, celles qui sont les plus entendues sur le même
sur le même pied, OK, on se comprend. Pour ce qui est du troisième lien, ceux qui sont contre, ça, c'est pour la Rive-Sud. Ça fait plaisir à la Rive-Sud. Les gens de la Rive-Nord ne se sentent pas impliqués tant que ça par la Même si dans les sondages, ils sont nombreux aussi à appuyer. Mais tu l'as entendu toi aussi. La Rive-Sud, qui chiale, ils veulent l'avoir. Le veut plus que la Rive-Nord, c'est sûr. Et le tramway, des gens, dans les commentaires que j'entends, il n'y a pas de sens de réalisation régionale. J'embarquerai jamais là-dedans, j'ai pas besoin de ça. Fait que ça, j'ai entendu ça, là, mon gars, des dizaines et des dizaines de fois. J'ai pas besoin de ça, j'embarquerai jamais là-dedans. Crise de folie. Puis c'est ça la réalité du tramway. La réalité, puis c'est ça un peu le drame de ce projet-là. Parce que au départ, si on retourne à la case. Presque départ. Pas départ, parce que l'idée du tramway est bien antérieure à ça. Là. C'est des plusieurs dizaines d'années en arrière que la gestation de ce projet-là commence. Mais parlons du projet plus récent. Parlons de 2010. OK. M. Labaume. M. Labaume arrive, oui, non. Il avait fait campagne contre le tramway longtemps, puis à un moment donné, finit par être converti à l'idée, oui, effectivement, ça peut être un bon moyen de faire du développement économique, de transporter du monde. Donc, le plan de mobilité de Québec, à ce moment-là, le tramway va sur la Rive-Sud, par le pont de Québec, et implique aussi d'autres volets qui sont d'aménager des nouveaux corridors de déplacement pour les autobus dans les axes nord-sud pour servir la couronne de Québec, là où il y a des problèmes de congestion certainement aussi importants que sur le pont. Donc, il y a ça, il y a cette idée-là est présente. Pour prendre la capitale à l'année longue sur l'heure du souper, là, c'est toujours jamais. C'est sûr, tout le monde ne va pas prendre le tramway tout le temps ou l'autobus tout le temps. C'est sûr que non, mais donner l'option, la possibilité aux gens de voyager autrement. Donc, cette idée-là de desservir plus large que juste le corridor du tramway, elle est là dès le départ, puis elle va continuer d'être là. Quand le projet est relancé par Couillard, là, on ne voit plus sur la Rive-Sud, mais sous Couillard, on relance le projet qui est à peu près le projet, le projet que la CAQ a un petit peu modifié en cours de route, mais ce projet-là, au départ, il y avait une partie du budget du tramway, du projet tramway, qui était pour des nouveaux corridors exclusifs pour des autobus pour desservir les banlieues. Donc, et on allait les rabattre vers l'axe du tramway ou directement au centre-ville, Sainte-Foy, au Québec. Donc, il y avait une vision régionale qui est essentielle à tout ça. Puis je dirais même que cette vision-là, elle s'est enrichie en cours de route avec les systèmes d'autobus à demande là, qui fonctionnent au-delà de incroyable. Toutes les prévisions. J'ai des amis qui sont en Val-Bélair, dans ce coin-là, puis Saint-Augustin, ça n'a pas de bon sens, comment c'est pratique. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, si tu dis, tu as ce mode-là dans les banlieues de périphérie qui te rabattent vers un autobus qui te rentre en ville ou qui te rentre, il y a quelque chose. Il y a une offre intéressante pour tout le monde. Qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ a fait? Quand ils se sont emparés du projet la première fois, ils ont dit, bon, ben là, on va pas à Charlevoix, on va plus à Charlevoix, on va aller à Destimoville à la place. Bon, on peut débattre. C'était pas une hérésie d'aller à Destimoville, même s'il y avait des bons arguments pour aller à Charlevoix. Et en même temps qu'il fait ça, on l'oublie, ce bout-là. Il dit, je vais m'occuper des corridors de transport en commun, ce qui permettait à ce moment-là de soustraire à peu près 800 millions et plus qui était dans le budget initial tramway. Ouais. Donc, pour pas que la facture de tramway donne l'impression de trop augmenter, on dit, on va récupérer, nous, ces corridors. Et qu'est-ce qu'a fait la CAQ depuis ce temps-là? Ils ont scrappé ça? C'est disparu? Ils n'ont rien fait jusqu'à temps qu'ils le scrappent officiellement ce printemps. Il n'y a pas longtemps, c'est ça. Printemps. Mais pendant toutes les autres années, ils n'ont rien fait, alors que rien n'aurait empêché de commencer à mettre en place ça. Alors, et qui aurait bénéficié, tramway ou pas, c'est quelque chose qui aurait été utile. Right now, ça aurait marché. Maintenant, pourquoi? Ah oui. Bon. Alors, moi, ça me fait rire parce que quand j'entends, c'est ça, M. Hamad qui dit, ben moi, je vais vous présenter un projet, c'est pas un tramway, c'est pas le bon projet pour Québec. C'est pas la SRB? Bon, ça, il l'a pas dit clairement. Non, il n'a pas dit encore. OK, je trouvais que ça sentait. Ça va finir par être ça. Peut-être que ça ne s'appellera pas SRB parce que le nom est brûlé. Mais, tu sais, à un moment donné, tu n'inventes pas la roue à chaque fois. Là. Ça peut pas être juste des vélos. Là. Il faut que ça soit quelque chose qui roule. Bien un autobus ou bien du rail dans un corridor réservé. Après ça, appelle-le comme tu veux. Tramway, SLR, SRB, bus rapide. Tu peux mettre le nom que tu veux là-dessus. Mais comme M. Hamad dit, moi, mon projet, il va viser aussi les banlieues. Parfaitement d'accord avec lui. Effectivement, c'est essentiel. Mais il le dit comme s'il reprochait à M. Marchand, lui, d'avoir
planifié un tramway qui était juste dans le corridor de est-ouest, entre autres au centre-ville, alors que c'est pas vrai. La Ville de Québec planifiait quelque chose de beaucoup plus large, de régional aussi. Enfin, régional dans le sens des banlieues. Et c'est le gouvernement de la CAQ qui a dit non, qui l'a enlevé des mains de la Ville. Mais là, M. Hamad dit, moi, je vais ramener ça, mais fais pas le reproche à Marchand ou à la Beaume de pas avoir planifié ça. C'était dans le plan de la Ville. C'est la CAQ qui a choisi que ça sera pas ça. Ça fait partie des contradictions avec lesquelles M. Hamad va devoir vivre. C'est une autre chose, moi, qui me frappe. Il y a la nostalgie, on le disait il y a un instant, il y a la nostalgie des grands projets pour Québec. Puis c'est vrai, il y en a eu plusieurs à son époque, des grands projets. Puis il y a comme cette nostalgie-là. Mais il me semble, le plus grand projet sur la table à Québec en ce moment, c'est le tramway, puis il est contre. Ben, tu sais qu'il était pour jusqu'à temps qu'ils disent qu'il faut que tu sois contre. Monsieur Hamad? Hamad, au début, absolument. Il a dit, je vais être... Non, au début, il a dit, je vais être pour le tramway, mais il n'était pas encore officiellement. Je vais lui donner ça, mais il l'a dit. Il l'a dit dans une entrevue. Mais il est quand même celui qui avait tiré la plug sur le projet de tramway à l'époque. Ah, OK. C'est lui qui en a Comme ministre? Comme ministre. Ah, je me rappelle pas. Oui, c'est lui qui a annoncé. Il était le porte-parole de son gouvernement à l'époque, sans doute. M. Charest à l'époque ou M. Couillard? Couillard, OK. Écoute, il faudrait que je vérifie la date, mais moi, je sais, j'y étais là quand il a annoncé que ça ne sera pas un tramway. On n'a pas l'argent pour ça. Et c'est à la suite de ça que ce qui était le trajet de tramway est devenu un SRB. On a dit que ça va être moins cher de faire... On a passé proche de l'avoir le SRB jusqu'à ce que la ville de Lévis débarque. C'est ça. Mais là, à ce moment-là, on était encore dans l'hypothèse d'un trajet de tramway qui passait par le pont de Québec pour desservir la Rive-Sud. Restait à voir jusqu'où on allait sur la Rive-Sud. Et ensuite, quand on a dit pas le tramway, ça sera un SRB, mais on allait aussi sur la Rive-Sud. Et le débat était, on va faire circuler dans le même corridor qu'on planifiait pour le tramway. La question était, est-ce qu'on devrait faire la même chose que pour le tramway, c'est-à-dire vider tous les tuyaux en dessous de là où on va passer, en prévision du jour où on remplacerait le SRB par un tramway, parce que déjà, on savait que dans quelques dizaines d'années, le besoin allait augmenter. Et puis, je dirais, le besoin en termes de démographie, tout ça, s'est accéléré depuis ce temps-là. Seigneur! Parce que là, tu sais... On s'en va vers le million là, de la région assez vite, là. C'est une réalité qui n'était pas là à l'époque de monsieur Hamad, ça, l'espèce d'explosion démographique qui fait augmenter le besoin pour un transport collectif. Fait que, donc, il n'a jamais été un très grand promoteur du tramway, à mon souvenir. Marc Roy se le dit. Mais tu vas proposer d'autres choses qui va être un autobus dans un corridor réservé. Ça peut pas être bien d'autres choses que ça. Puis n'importe qui prend l'autobus. Moi, je fais partie des erratiques qui chialaient sur quelque chose que je connaissais pas. Mais depuis que je travaille moins, j'ai plus le temps de prendre l'autobus. Puis je me rends compte qu'aussitôt que tu arrives dans les heures de pointe, c'est un réel problème. Un arrière de l'autobus, t'es pogné aux lumières, t'es pas capable d'avancer. Fait que tu sais, ils l'ont expliqué 1000 fois, mais quand tu le vis pas, tu le sais pas. Puis d'autre part, le confort est pas là. Parce que si tu prends René Lévesque, là, les trous, tu sais, non, tu te fais brasser. Tu te fais brasser, c'est épouvantable. Faut que tu tiennes à toi main pour être capable de... Tu sais, fait qu'il y a cette portion-là qu'il faut vivre. Mais moi, la question que je te poserais pour terminer sur le point tramway, on va en parler toute notre vie, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un projet de la ville, finalement, ou c'est un projet même pas capable de dire que c'est la ville qui mène le projet du tramway avec tout ce que j'ai vu. C'est pas la ville. Ça a été la ville pendant longtemps. C'est un projet municipal, en théorie. La ville de Québec va avoir un tramway. Si la ville de Nice a eu un tramway, c'est-tu un projet français ou un projet niçois? Bon, là, je connais pas le nom. Non, mais je comprends mon point. Mais à Québec, ce qu'on peut dire de façon sûre, c'est que ça a été un projet initié par la ville. Oui. Auquel le gouvernement a donné son appui. Le gouvernement de M. Couillard avait donné son appui. Et la CAQ, M. Legault, avait donné aussi son appui dans la campagne de 2018. Il était d'accord, il dit, on va le faire. Puis c'est après coup que le gouvernement de la CAQ s'en est mêlé, s'est mis à mettre des conditions. Il dit, c'est trop cher, vous allez me baisser ça, changer la direction. Moi, je pense qu'il était influencé par les sondages, qui n'étaient pas très forts. C'est bien sûr. Parce qu'il gouverne beaucoup avec les sondages. Oui, c'est bien certain. Parce qu'il y avait l'argent, ils l'ont trouvé pour d'autres choses. Là. Et jusque-là, c'était encore le projet de la ville, avec le soutien financier du gouvernement et de l'argent du fédéral. Et c'est depuis la Caisse de dépôt. C'est depuis que le gouvernement a dit stop. En fait, c'est quand la ville de Québec s'est aperçu qu'en termes d'appel d'offres, à la fin, là, peut-être la bouchée était trop grosse. C'est sans doute une erreur tactique ou stratégique dans la démarche de la ville. On va faire ça à l'interne. Pas juste à l'interne. Non, c'est ça. On va trouver un seul consortium qui va tout faire. Puis là, à un moment donné, tu t'es aperçu qu'il n'y a pas eu assez de consortium. Puis bref, tu n'avais plus de concurrence possible et tout ça.
Ouais. Ils se sont retirés. Le privé s'est retiré. C'est là que le gouvernement a dit, ben, stop. Et là, on reprend le projet et finalement, ils l'ont donné à la Caisse. Donc, en ce moment, c'est techniquement et légalement le projet de la Caisse. Mais, cela dit, ça va être fort probablement un enjeu de la campagne. Je ne sais pas comment on vivrait avec l'idée. Si M. Hamad était élu, puis il dit « j'en veux pas de tramway », comment on peut mener à terme et améliorer l'acceptabilité sociale d'un projet si le maire... d'un projet qui serait fait contre la volonté du maire élu C'est pas beaucoup à la de bon prochaine sens. élection. Moi, ça me paraît un peu invraisemblable. Pour ça, mais là, on est dans une situation où M. Marchand dit, avec tout l'argent qui a été investi et le temps que ça a pris pour développer, en arriver là, Les obtenir études. un montage financier qui est pas complet encore, mais qui tient l'appui de tout le gouvernement. Il dit, on peut plus reculer, il est trop tard. Évidemment, mais l'argument de M. Hamad, c'est le contraire. C'est de dire, il est pas trop tard. Puis là, il tourne les coins ronds un peu avec la vérité quand il dit, ben non, nous, on payera pas d'indemnité C'est si faux. on annule le Ils sont contrat. pas capables. C'est faux. Ça va coûter quelque chose à la ville. Pour ça, il tourne un petit peu les coins ronds, M. Hamad, dans ses déclarations publiques. Mais cela dit, c'est vrai que si un maire si le maire qui est élu est opposé au tramway, je sais pas comment on va résoudre ça, là. Un projet comme ça me paraît difficile de Faut que ça soit de soutenu le par la ville. réussir, là. Ouais. Alors, par la force des choses, l'élection, il va y avoir une partie d'élection référendaire ouais. autour du tramway là-dedans. Moi, je pars du principe aussi, puis je peux me tromper, mais je pars du principe que, avec les enjeux qu'on a nationaux qui ont été majeurs, puis les problèmes économiques actuels du grand public, moi, j'ai l'impression que la stabilité, ça va, pour les gens, ils vont dire, regarde, on est déjà embarqué dedans, on y va. Je te dis pas que tout le monde va se rallier au tramway, mais je serais surpris que les gens acceptent qu'on prenne 1 milliard pour on tire dans la dompe. Parce que c'est ça qui arriverait si on lâchait l'affaire. Certains diraient, ben c'est mieux perdre 1 milliard que de dépenser. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Toujours dans des nuances. Il y a une partie de l'argent investi qui a servi à déplacer des conduites souterraines, d'égouts, aqueducs et améliorer du souterrain, peut-être. On peut se dire, ouais. on c'est peut pas avoir mauvais. dire tôt ou tard, il aurait fallu remplacer. Bref. Donc là, ça a été fait. Tu sais, tout n'est pas complètement perdu, mais le temps, lui, il aurait été vraiment perdu. On va recommencer autre chose, recommencer à chercher du financement, un montage financier, rechercher une acceptabilité sociale de gens qui vont venir dire, ben voyons donc, un autobus, on le sait qu'on a atteint les limites. Donc, il va y avoir de l'opposition pour un projet de bus aussi, pas pour les mêmes raisons, ou pour les raisons contraires même. Au début du podcast, tu as parlé de Trump, l'effet Trump, puis l'effet d'entraînement. Mais te rappelles-tu, quand Trump est arrivé avec ses tarifs, là, ça a été la commotion pendant une journée ou deux au Canada. Tu te rappelles, tout le monde s'est mis à parler de ça, puis qu'est-ce qui va se passer, perdre nos jobs, puis tout. Puis je me rappelle d'avoir vu Jean Charest, que j'ai trouvé très efficace à ce moment-là, qui est arrivé. Tu sais, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il est pas parfait, pas du tout, mais il est arrivé avec... Il dit là, écoute bien, je me rappelle, il parle au Canada français et Canada anglais, M. Charest, il dit là, faut faire travailler notre monde, c'est le temps de faire des grands projets, c'est le temps de faire, parce que de toute évidence, on va être frappé. Puis là, je me disais, le plus grand projet de l'histoire de la Ville de Québec, c'est le tramway, il est prêt, c'est prêt à faire. Mais Chris, excuse, il n'y a personne qui a dit ça ouvertement, publiquement, nationalement. Puis ça aurait dû être, ça aurait pu être ça, le message de M. qui haït pas le Kodak, M. Legault. Dire, écoutez, on a un gros projet à Québec, on va mettre la pédale dans le fond, puis on part ça, puis on continue, parce que c'est public, ça va nous durer pendant 100 ans, on y va. Pas un mot. Moi, en tout cas, je trouvais que c'est une belle occasion. Le maire de Québec a évoqué. Ouais, mais je sais, mais sauf que c'est une belle occasion pour le tramway, mais ça n'a pas eu une grande portée. Ça n'a pas le même écho. Ça n'a pas eu une même résonance que si ça avait été le premier ministre. Je suis d'accord avec toi là-dessus. OK, bon. Parlons de logement. Est-ce que M. Marchand en fait assez pour les logements abordables? Puis en même temps, je ne sais pas pourquoi je parle du municipal. Oui, il y a du municipal pour le logement, mais c'est beaucoup provincial aussi. Ben, tu sais, la question, c'est est-ce qu'une ville peut faire plus pour le logement en général et le logement social en particulier? La réponse, c'est toujours oui. Toujours. C'est toujours oui. Maintenant, historiquement, les villes ont toujours, en tout cas, la Ville de Québec a toujours travaillé ces dossiers-là avec l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, aussi à certaines époques. Ouais. Maintenant, cela dit, tu sais, moi, je trouve toujours qu'il y a quelque chose d'un peu artificiel dans ce genre de raisonnement-là, parce que, en bout de ligne, c'est l'argent des mêmes citoyens. Ah oui. Que ce soit la ville qui en mette plus ou le fédéral ou autre qui en mette plus, ça reste l'argent des mêmes citoyens. Alors, bon. Mais oui, la réponse, c'est oui. Qu'est-ce que la ville peut faire de plus ou de mieux? Évidemment, elle peut investir plus d'argent directement. C'est sûr, est-ce qu'on va lui reprocher de jouer le rôle des promoteurs privés si la ville se met à construire des logements sur le marché? Je pense pas qu'on veut ça. Du logement social, peut-être. La ville peut en faire plus.
une ville peut certainement mieux faciliter la vie des promoteurs avec des émissions de permis plus efficaces et plus rapides, parce que c'est encore lent, la machine de la Ville de Québec. Ouais. On peut agir sur le zonage. Faciliter les transformations d'immeubles, permettre plus de densité et tout ça. Bon, donc faciliter, aller plus vite pour créer des conditions là, favorables aux promoteurs, tout ça. Ce faisant, jusqu'où on veut aller là-dedans? Puis moi, oui, il y a une urgence de logement. Jusqu'où on veut sacrifier beaucoup de façons de faire qu'on a développées puis intégrées à nos pratiques depuis des années. Tu sais, le respect des règles de voisinage, un peu d'acceptabilité du voisinage. Tu sais, est-ce qu'on veut permettre tout à coup aux promoteurs, faites donc ce que vous voulez, où vous voulez, sans tenir compte des voisins, parce qu'il faut aller vite? Est-ce qu'on veut bafouer ou renoncer à toutes les règles établies au fil des années, d'environnement et autres, protection des milieux humides et autres, protection des boisés et autres, parce qu'il y a une urgence, il faut construire vite, n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Je pense pas qu'on veut ça non plus. L'équilibre, oui, c'est ça, trouver l'équilibre. Attention à ce qu'on veut. Mais je pense qu'une ville, oui, peut certainement en faire plus, mieux faciliter les choses. Mais tu sais, il y a aussi des limites. Puis il y a des tests qu'on a vus. À Montréal, ils ont fait le test. Ils avaient besoin de logement abordable, logement social. À un moment donné, l'administration Plante a obligé les promoteurs à prévoir 20 de logement social, 20 et ça n'a pas tenu. Après un bout de temps, les promoteurs, quand c'est trop contraignant, puis ils disent j'ai plus d'argent à faire, j'y vais pas. On débarque, on y va pas. Donc, il faut faire attention à nos exigences en termes de logement social, mais certainement c'est un domaine où la ville n'est pas dépourvue d'outils pour essayer d'améliorer les choses. Même chose pour l'itinérance, hein, qui est le gros problème, puis c'est peut-être un des... Il y a peut-être 2-3 sujets qui ont fait mal à M. Marchand dans les dernières années. Puis l'itinérance zéro, là, parce qu'il avait mis la barre tellement haute. J'ai posé la question, c'est quoi cette idée-là? C'est impossible. Il n'y a personne dans le monde qui est à 100, zéro itinérance. On peut viser ça. C'est un objectif. On peut viser ça, c'est correct. Mais même, mettons qu'on veut viser ça, la barre reste haute. Et là, le problème a pris de l'ampleur, pas juste à Québec. Là. Non, c'est partout, mais à Québec aussi. Il faut aller à Vancouver pour voir comment c'était peurant. C'est ça, à Québec aussi. Donc, oui, on est là-dedans aussi. La ville peut faire des choses en itinérance. Avec l'aide du gouvernement, sans doute, mais tu sais, l'aide du gouvernement, c'est l'argent de nos impôts aussi. Tu as vu les gens, c'est intéressant de voir des gens d'affaires, là, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires qui sont dans entre autres Saint-Joseph, dans Saint-Roch, pas loin de justement l'Aubrivière, tout ça, qui disaient, écoutez, nous autres, on est bien d'accord avec la réinsertion sociale, mais à partir du moment où les itinérants montent sur les balcons des gens, ils sont dans... Tu sais, c'est pas vivable. C'est pas une question... C'est pas une plainte contre une personne, un gars qui est poqué, un autre qui a des problèmes. Puis tout ça est vrai, mais nous, on peut pas travailler dans ça. Fait que là, il n'y a pas une solution simple à ça. Là. On le voit bien. Non. Puis, tu sais, une partie... C'est sûr le centre-ville, on a créé une espèce de pôle de services publics qui fait en sorte que les itinérants, ça déborde. Il n'y en a pas juste au centre-ville, dans Saint-Roch. On en voit de plus en plus ailleurs en ville, mais il y a une espèce de concentration là, notamment autour de l'Aubrivière qui remplit à Québec une mission essentielle. Moi, je suis convaincu qu'avec le recul du temps, si on avait à reloger l'Aubrivière, je pense qu'il fallait reloger l'Aubrivière à l'époque. Je pense que je ne dis pas que c'est nécessairement le mauvais endroit, mais je ne suis pas certain qu'on le reconstruirait de la même façon. Je ne sais pas s'il y a des... En fait, une partie du problème, c'est que la façade de l'Aubrivière, celle par où les gens circulent, le grand escalier, ça donne sur la rue où il y a le Y en face, t'as la bretelle d'autoroute qui arrive, donc qui a une énorme visibilité. Et ça, je pense qu'il y a une partie du problème, je ne dis pas tout le problème, il y a une partie du problème qui tient à la visibilité. Donc, est-ce qu'on aménagerait le lieu autrement? Parce que l'ancien L'Aubrivière, là où ils étaient, il y avait derrière L'Aubrivière une espèce de no man's land au pied de la falaise, où il n'y avait pas de voisins à proximité, il y avait une espèce de buffer. D'espace de débordement où les itinérants pouvaient joint, mettons, c'est tranquille. Ou avant d'entrer, ou en sortant. Donc, tu avais une espèce d'espace-là qui dérangeait personne et qu'on retrouve plus de la même façon dans le nouveau L'Aubrivière. Fait que ça, je pense qu'il y a une partie du problème qui est là. Il y a une partie, moi, je pense, qui vient de la transformation du centre-ville. En fait, le télétravail. Il y a comme un déséquilibre. Avant ça, dans un contexte où tout le monde est au bureau, au centre-ville. Ça circule beaucoup en ville. Ça circule, mais tu as une mixité.
Ouais. Tu as des itinérants, mais à travers des travailleurs et tout ça. Puis là, à partir du moment où les gens vont plus travailler en ville comme avant. Qui tu vois, c'est trop là, tu as un déséquilibre. Donc, très bon point. C'est une visibilité qui s'ajoute à ça. Évidemment, un problème de santé mentale qui s'ajoute, de drogue ou de mauvaise drogue. Tout ça, c'est multifactoriel, mais je pense que la ville peut... Je ne sais pas dans quelle mesure on a envisagé de réaménager le parvis de l'Aube-Rivière. Est-ce que ça changerait quelque chose? Je le sais pas. Là, je réfléchis à voix haute, sans savoir, mais en tout cas, une partie du diagnostic ou de l'analyse que moi, je suis porté à faire de l'extérieur, avec mon regard extérieur, ça tient un peu à ça aussi. Tu sais, des gens n'osent même plus aller au Y, qui est un édifice neuf aussi, parce que je me fais achaler par les gens qui sont au bord de la rue. Moi, mon bureau de mon coin, il est là. Quand je vais avoir ma vignette de stationnement, puis en Haute-Ville, il est juste au bord de l'Aube-Rivière. Fait que c'est sûr que les gens qu'on croise là, c'est tout du monde qui ont des problèmes. Là, puis on peut avoir beaucoup d'empathie pour les gens qui l'ont pas facile, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est légitime comme citoyen, comme entrepreneur, comme commerçant d'avoir un minimum de quiétude dans ton voisinage immédiat puis que les clients puissent venir sans se faire écœurer ou inquiéter. Mais on pouvait pas, dans une société, penser que si on libère tous les gens qui ont des problèmes psychologiques puis on dit qu'ils vont s'intégrer puis on les amène dans la société, qu'il n'y ait pas de répercussions. C'est impossible. Là. Je suis pas en train de vouloir remonter. C'est vrai, mais là, ça commence à être l'histoire plus ancienne. Oui, je suis d'accord. La désinstitutionnalisation, ça remonte à Jean Pelletier. Là. Je suis d'accord, mais ceux qui ont des vrais problèmes, ils vont où à part à l'hôpital? Là? Il y a des maisons de transition, t'as l'hôpital qui fournit ou fournit pas, puis là, tu as des services qui sont remis en question, même ces jours-ci, justement. Complètement. Services de non, c'est pas simple, là, François. Non, c'est pas simple. C'est sûr que c'est pas simple. Si ça l'était, on peut penser que... Ça ne sera pas un problème mondial aussi. Tous les pays occidentaux dans les grandes villes, ils ont les mêmes problèmes, là. Puis heureusement qu'il fait froid un peu l'hiver. D'une certaine façon, certains vont dire que c'est pas facile pour ceux qui sont itinérants, mais il y en a moins. Mais moi, j'aimerais ça que ça soit un enjeu aussi. Oui, on n'a pas le choix de parler de tramway, mais tu sais qu'on parle de l'itinérance. Concrètement, qu'est-ce qu'on a envie que la ville fasse? Qu'est-ce qu'une ville peut faire? Puis, ça fait plus mal ou plus de bien parler d'itinérance que de parler juste de logement social. C'est plus large. Logement abordable, tu sais. Non, mais tu comprends, on oublie là-dedans, on noie l'itinérance. C'est un réel problème pour les gens qui sont... C'est ça. Parce que on a eu toutes les misères du monde. Là. Il y a eu tout ce débat-là dans les dernières années, puis où il y avait une espèce de refuge, de lieu de refuge au sous-sol de l'église Saint-Roch. On l'a fermé parce que ça posait des problèmes, puis même à l'église, il était moins bienvenu à un moment donné. Puis là, tu cherches un autre local, puis là, tu essaies de t'entendre avec le gouvernement, puis ça traîne, c'est lourd, puis tu cherches un autre lieu, puis c'est jamais le bon. Imagine... On est à une époque où il y a encore du monde qui ne veulent pas une garderie comme voisin parce que ça va déranger. Imagine d'avoir un lieu de refuge pour des itinérants et des poquets de la vie. Pour finir notre podcast, j'ai une ou deux questions pour toi. Mettons, oublions les partis, oublions que tu es François Bourque, qui a été 1000 ans, parce que ça a commencé jeune, journaliste au Soleil. Tu veux faire de la politique, tu veux rentrer au municipal, tu veux avoir le plus de chances possible. Avec qui tu travailles cet automne pour rentrer? Qui tu penses, autrement dit, entre Marchand et M. Abad? Tu me dis une course à 3, Villeneuve, on n'est pas certain que... Est-ce que c'est une course à 3 qui s'en vient ou une course à 2? Non, course à 2. Ça va être une course à 2. Ouais, ça va être une course à 2. M. Villeneuve, c'est triste à dire, mais Claude, il cherche un bon garçon, puis il y a une bonne analyse politique, mais son premier drame, c'est d'avoir... Pour l'essentiel, le même programme que M. Marchand. D'ailleurs, en fait, c'est plutôt M. Marchand qui a le même programme que l'équipe de M. Labombe, l'ancienne équipe de M. Labombe. Je suis d'accord. À quelques nuances près. Évidemment, il y a une couleur très vélo qui est un succès pour l'administration Marchand. Les à vélo, les vélos électriques, les corridors cyclables. Ici et là, il y a un petit irritant. Là. Des fois, il veut aller vite. Puis ça irrite des gens. C'est vraiment essentiel de déneiger la piste cyclable en hiver. Bon, il y a des gens qui trouvent que l'urgence n'est pas là. Bon. Mais, je fais partie de ceux-là, d'ailleurs. Je trouve pas ça nécessaire l'hiver. Moi, ma soeur fait 150 km de vélo par semaine, puis elle dit c'est stupide. Ça n'a pas de sens comment ça dérange pour l'utilisation qu'on en fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas aller trop vite, trop loin, ça a l'air dogmatique, puis tu finis par nuire à ta cause plus que l'aider. Non, mais c'est un succet à vélo. Mais c'est un succès certain. L'hiver, le vélo déneigé, as-tu déjà vu le bordel que ça donne, juste en déneigement? Sur Laurier, l'autre fois, je voyais, écoute, il aurait fallu que tu vois ça. C'est ça. En tout cas, tout ça pour dire, M. Villeneuve, c'est ça, il cherche une façon de se démarquer.
dans cette élection-là. Puis, hey, la dernière que tu as trouvée, on parlait du troisième lien tantôt. Il a comme ouvert la porte en disant peut-être que le troisième lien, finalement, on pourrait appuyer ça. Je l'ai entendu dire ça. Les bras me sont tombés. Je dis, voyons, tu représentes Limoilou, là où on veut pas faire atterrir un tunnel ou un pont, parce que ça va. Dépendamment où sera le troisième lien, si jamais il doit y en avoir un, mais juste comme posture pour se démarquer du maire Marchand, c'est contraire à tout ce qu'il a défendu toujours et de tout temps. Ils sont partis aussi. J'ai peine à croire. Puis, sinon, ben là, il va critiquer sur des peccadilles. Le maire voyage trop. Ah, ben là, regarde, t'as trop taxé, c'est pour ça que t'as un surplus, alors qu'il sait que c'est pas vrai, que c'est pas si simple que ça. Fait qu'il est obligé de devenir le chialeux de service sur des peccadilles. Parce qu'il réussit, parce qu'il n'y a pas une. Il réussit pas à avoir une vision qui se démarque. Est-ce que Ahmad, c'est plus simple. Madame Smith, oui, c'est assez clair. Elle, c'est ça. On la connaît, sa posture, puis elle est en avance sur son temps. Je vais le dire gentiment comme ça, puis je le pense. Elle est en avance sur son temps. Toutes les mesures qu'elle propose, d'éco-fiscalité et autres, c'est toutes des mesures qui existent à quelque part dans les villes du monde. Puis éventuellement, je pense qu'on va évoluer vers ça. Mais là, c'est trop vite. Puis trop en même temps, fait que c'est pas réaliste ici, donc elle va pas, son impact va être limité. Comment M. Ahmad, pour avoir un impact majeur, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des candidats impressionnants? Parce qu'on ne sait pas ça va être qui ces candidats encore. Là. Pour être cohérent, si on vote chef, on vote chef. Ouais, pour être cohérent avec ce que je disais tantôt, c'est ça. Moi, je pense pas que le poids la personne des candidats, peut-être ici et là, qu'un candidat très connu localement peut avoir un impact dans son district, mais globalement, je suis pas si sûr que c'est la force de l'équipe. Mais encore que c'est ça, je pense qu'au provincial, fédéral, c'est important de savoir que tu as un ministre ou une ministre des Finances, d'avoir une idée de qui va s'occuper de quoi. Au municipal, je pense que, en ce moment, l'équipe de Marchand, c'est toutes des nouvelles venues qui étaient là dans son équipe proche. Ben, il y a M. Lachance là, qui avait été dans l'exécutif, mais je pense pas que c'est ça qui a fait la différence dans l'élection. Donc, c'est un métier qui peut s'apprendre, puis il y a une fonction publique qui est compétente. Donc, faut se rappeler aussi que dans le monde public, souvent, les gens qui sont insatisfaits, on les entend, puis ceux qui trouvent que c'est correct, ils ne parlent pas. Ils parlent moins. Ils parlent moins pas mal. Fait que, c'est ça. Donc, c'est quoi le bon programme pour se faire élire à Québec? Ça va dépendre de l'enjeu. Est-ce que l'enjeu Trump va occulter les autres? C'est pas impossible que ça pèse lourd. Moi, je pense que... il y a un sondage que la Ville de Québec a fait cet hiver qui disait les gens sont tannés d'entendre parler de tramway, puis ça, on le sent. Tout le monde est tanné, qu'on soit pour ou contre. On le fait-tu, on le fait pas, on sait même plus. On peut-tu mettre le tramway derrière? Alors, tramway, M. Ahmad, il va essayer de mettre le tramway derrière en proposant d'autres choses. Je pense que ça soulève un autre débat. Puis M. Marchand essaye de mettre le tramway derrière en disant c'est réglé, on peut plus revenir en arrière. Fait que, dans les deux cas, on va essayer de parler d'autres choses. Ou de mettre le tramway derrière, même si, en réalité, c'est l'éléphant dans la pièce qui va rester là jusqu'à la toute fin. Je disais tantôt, moi, j'aimerais ça entendre qu'un programme me dise de façon plus spécifique qu'est-ce que tu penses pouvoir faire sur l'itinérance, sur la rareté de logements abordables, ou voire même sur l'accès à la propriété pour des jeunes familles qui voudraient acheter et qui ne peuvent pas. Donc, je pense que j'aimerais ça entendre des choses plus concrètes là-dessus. De façon plus large, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait rêver? Qu'est-ce qui peut faire rêver ou triper les gens de Québec? Moi, je vois un sujet avec lequel tout le monde va être d'accord, donc ça ne sera pas un enjeu électoral, prolonger la promenade de Champlain, qui est un des grands succès de l'histoire de Québec des dernières c'est un héritage exceptionnel déjà. Et de le prolonger vers l'Est, vers Beauport, je pense que c'est le grand projet qui peut faire rêver encore les gens de Québec à court terme. Mais la fameuse piscine, la fameuse piscine, cet aménagement-là, moi, je n'étais pas allé la première année, là. Mais quand je suis allé voir ça, on est passé à pleine utilisation, j'en revenais pas. C'est magnifique. J'ai dit, waouh, on s'est approprié ça. C'est ça. Est-ce qu'on est capable d'imaginer... le problème aussi avec la promenade de Champlain, c'est que c'est pas un projet municipal. C'est un projet de la Commission de la capitale et du gouvernement. Donc, tout le monde au municipal, tous les partis, certains sont enthousiastes sur ce dossier-là. Et ça peut faire rêver, mais c'est pas quelque chose qui est initié par la mairie de Québec. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose en termes événementiels ou en termes d'aménagement ou de projet qui peut faire rêver ou triper les gens de Québec? Ça, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que ça viendra dans la campagne? Mais un projet qui ne fait pas rêver, mais qui fait plaisir après, puis d'ailleurs, je me fais tirer des tomates par mes amis proches là-dessus, parce que la plupart des gens autour de moi, je suis beaucoup plus modéré sur le tramway, peut-être, puis je ne suis pas plus brillant qu'un autre, mais j'ai lu beaucoup là-dessus. Toi aussi.
Puis dans 7, 8, 9 villes, donc 3, 4 aux États-Unis, partout, quand ça commence, c'est un emmerdement, c'est un enfant de chiennisage de leur vie. Tout le monde chiale là-dessus. Puis quand il est installé, on en veut d'autres. Ben oui. Je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver à Québec, mais entre-temps, là, non, j'ai pas besoin de ça, je prendrai pas ça, puis j'ai pas... Puis ça a été mal vendu, ça a été mal poussé. Fait que ça reste quelque chose de gros, là. Ça reste quelque chose. Mais ça fait rêver pas grand monde. C'est ça. Mais à plus petite échelle, qu'est-ce qui change nos vies? Qu'est-ce qui peut changer nos vies au quotidien? Moi, j'ai découvert, je ne l'ai pas testé encore, mais j'ai découvert avec grand plaisir que dans mon quartier, pas loin, il faut que je monte une petite côte, mais c'est pas loin. Il y a une installation pour le vélo électrique. La ville qui a été aménagée ce printemps. Donc, ils viennent d'en mettre un pas loin de chez vous. Ils viennent d'en mettre un pas très loin de chez moi, en haut de la côte. Puis il y en a un autre un petit peu plus loin, puis une troisième aussi qui n'était pas là. Ils en ont rajouté même ici. Ils ont, entre guillemets, densifié les points. On en ajoute. Et ça, moi, je pense que il y avait peut-être pas tant de demandes théoriques pour ça, mais offre-le aux citoyens. Hey, c'est à côté, là, je vais l'essayer, puis tu vas découvrir quelque chose. Quand tu regardes comment ça coûte rien. Là. Soyons honnêtes, là. Un mois, puis les abonnements, le monde me dit ça coûte 225$, puis je suis abonné pour l'été, n'importe quand. J'ai dit, voyons donc. Quand tu y penses, c'est le volume qui fait la force. Là. Tu vas payer ça en stationnement, ça sera pas bien long. Non, en tout cas, regarde. Mais je pense que c'est des genres de petits projets qui faut me dire, c'est pas un grand rêve, mais c'est des petits projets qui peuvent changer peuvent changer tes habitudes de vie. Tu t'en vas vers les Olympiques, toi, parce que tout commence par un rêve. Merci, François. Ça fait plaisir. Écoute, on se revoit avant l'élection, c'est sûr. En petit podcast. 6 mois avant, tiens.